Bienvenue à tous dans ce show numéro 7 de JCL en français. Cette semaine, on va vous expliquer comment comprendre le tour. Des maillots en passant par le règlement et les résultats. On n'oubliera pas de vous donner les résultats de la semaine, mais aussi on répondra à toutes vos questions. Allez, c'est parti. Donc cette semaine, on va voir ensemble comment comprendre le tour. Que vous soyez novice en la matière, que vous soyez habitué à regarder le vélo à la télé, il y a quelques subtilités dont je suis sûr que vous allez apprendre des détails aujourd'hui. Tout d'abord, c'est quoi le Tour de France ? C'est le 3e événement sportif le plus regardé au monde, derrière les Jeux Olympiques et la Coupe du Monde de football. À la différence que le Tour, c'est tous les ans, même en année de Covid et même quand c'est déplacé au mois de septembre. Quoi dire de plus ? Le Tour, ça se court sur 3 semaines et 21 étapes. Ce qui veut dire qu'au milieu, on laisse quand même aux coureurs 2 jours de repos. C'est pas beaucoup sur 3 semaines. À la fin de ces 3 étapes, chacune est chronométrée, on additionne le temps de chacune d'entre elles, et au temps cumulé, celui qui aura mis le moins à parcourir les 21 étapes sera sacré vainqueur du Tour de France et remportera chez lui le fameux maillot jaune. Du coup, je vous propose, Loïc, qu'on commence par expliciter les maillots. Très bien, on commence par le maillot jaune. Le maillot jaune qui a fêté ses 100 ans l'année dernière, il me semble. Du coup, le maillot jaune, c'est quoi ? C'est le leader de la course, c'est celui qui a parcouru les étapes le plus rapidement possible, celui qui a mis le moins de temps au temps additionné de chaque étape. Ensuite, on passe au maillot vert. Exactement, nous avons aussi le maillot vert qui lui est souvent appelé le maillot des meilleurs sprinters. En réalité, c'est un classement par points, donc des points qui sont distribués à l'arrivée de chaque étape. Donc évidemment, les sprinters ayant plus d'opportunités de remporter un plus grand nombre d'étapes se retrouvent souvent possesseurs du maillot vert, mais il y a également des sprints intermédiaires au cours de l'étape qui permettent de remporter des points. Donc le maillot vert, c'est le leader du classement par points. Nous avons également le maillot à pois, Loïc, qui est quand même très très célèbre et notamment une tradition particulière en France. Ah oui, exactement, parce qu'on a pas mal de Français qui l'ont remporté ce maillot. Et en fait, tout simplement, c'est la même chose que le maillot vert, mais pour la montagne. Donc vous avez un classement par points en haut de chaque sommet, ou des sommets répertoriés du moins, avec des points suivant la difficulté de chaque sommet, évidemment, si c'est en première, deuxième ou troisième catégorie. Et le coureur qui additionne le plus de points est en possession de ce maillot à pois, ce fameux maillot à pois. Et enfin, le dernier maillot distinctif, qui est plus récent dans l'histoire du Tour de France, c'est celui du meilleur jeune. Le meilleur jeune porte le maillot blanc. Il est fréquent d'ailleurs que le meilleur jeune, surtout ces dernières années, soit aussi le leader de la course. Donc en l'occurrence, il peut avoir à la fois la tête du classement général, donc le maillot jaune, et aussi le maillot blanc. Comment ça fonctionne, Loïc, dans ce cas-là, quand on est leader de 2 classements et donc en théorie possesseur de 2 maillots ? Et bien en fait, on porte le maillot le plus important, entre guillemets. Par exemple, on l'a vu cette année sur le Tour de France avec Alexander Christophe qui remporte la première étape et il la remporte au sprint. Donc sur le sprint final, il y avait aussi des points pour le classement du meilleur sprinter, le maillot vert. Et vu que c'était la première étape, il a pris directement le maillot jaune. Donc il ne pouvait pas porter les 2 maillots. Donc il porte le maillot jaune et c'est le 2e du classement par points au sprint qui doit porter, enfin qui doit, s'il le veut, porter le maillot vert. Ouais. Cette année, le 2e, c'était... j'ai oublié son nom. C'était Mads Pedersen et tu évoques en effet un point important pour essayer d'être clair parce que là c'est un point de la règle. Donc si le leader de la course porte plusieurs maillots, ce qui était le cas comme tu l'as dit d'Alexander Christophe qui était à ce moment-là leader à la fois du maillot jaune et du maillot vert, c'est le second dans le classement du maillot vert qui est censé porter la tunique. Sauf dans le cas précis en effet de la première étape du Tour de France parce que le second dans ce classement était Mads Pedersen, et en l'occurrence il est champion du monde en titre, et il porte lui aussi un maillot distinctif qui est le maillot arc-en-ciel, et dans ce cas-là, comme il n'est que second entre guillemets au classement du maillot vert, il a le choix de refuser, il peut dire non, moi je préfère conserver mon maillot de champion du monde, et du coup dans ce cas-là, le maillot va être porté par le 3e au classement, à moins que ce 3e n'ait aussi le même problème et soit éventuellement champion national, auquel cas il aura lui aussi le choix de garder son maillot. Ce qui peut nous repousser déjà, ça s'est déjà vu, ça peut nous repousser le maillot porté par le 4e ou 5e du classement général. Exactement. Et ça, ce n'est valable par contre que pour les maillots distinctifs autres que le jaune, évidemment, puisque le jaune c'est le plus important de la course, c'est le maillot de leader, et on n'a jamais le choix, il faut toujours le porter. Et ça peut être le cas pour le maillot du meilleur jeune, aussi le maillot blanc. Ça s'est vu avec Egan Bernal l'an dernier, qui était maillot jaune, donc, mais aussi meilleur jeune, donc du coup c'est le 2e du classement du meilleur jeune qui portait le maillot blanc. Tout à fait.
Ben, je pense qu'on a fait un peu le tour des maillots. J'aimerais ajouter quelque chose que tout le monde ne sait pas forcément. Pour ceux qui débutent à regarder le Tour de France, on en parlait donc des maillots distinctifs liés au Tour de France. Il y a aussi les maillots distinctifs liés aux champions nationaux qui portent souvent les couleurs de leur pays, ou le champion du monde qui porte les couleurs arc-en-ciel. Il y a aussi un détail que vous remarquerez souvent dans le peloton, ce sont les liserés. Les liserés qu'on retrouve au niveau des manches ici, qui sont soit des drapeaux de pays, soit les couleurs arc-en-ciel. Et bien ces liserés-là, ils signifient que la personne qui les porte a été dans sa carrière professionnelle champion national ou champion du monde, si on parle des liserés arc-en-ciel. Voilà, je pense qu'on a dans la catégorie. Oui, donc dans la catégorie professionnelle, il faut le préciser, parce que si on a été champion du monde, par exemple, en amateur, donc chez les juniors ou chez les espoirs, et qu'on passe professionnel, on n'aura plus les liserés forcément sur le maillot. Mais dans le peloton professionnel, on conserve ces liserés. Tout à fait, tu fais bien de le préciser, de même que si on a été champion du monde par exemple contre la montre, on ne peut pas porter les liserés sur la route. Voilà, donc c'est dans la catégorie et dans la discipline. Je pense qu'on a fait le tour des maillots, Loïc, qu'est-ce que t'en penses si on passait au règlement ? Ouais, on passe au règlement, du coup, qui est plutôt complexe, d'ailleurs, Florian. Et on en a vu quelques extraits avec, malheureusement, Julien Alaphilippe, qui en a fait les frais cette année. Donc on commence par quoi, les pénalités, du coup? On reste dans le thème. On peut parler du coup de l'exemple d'Alaphilippe, comme tu viens de l'évoquer, qui a perdu son maillot jaune suite à une pénalité infligée. Alors ce règlement-là, en l'occurrence, n'est pas spécifique au Tour de France, mais c'est le règlement de l'Union cycliste internationale, qui dit que dans toute course cycliste, on ne peut se ravitailler qu'après le 30e kilomètre et avant les 20 derniers kilomètres de l'épreuve. C'est censé, à la fin en tout cas, laisser la course se dérouler dans de bonnes conditions, éviter qu'il y ait trop de ravitaillement et qu'éventuellement ce soit dangereux pour les coureurs. Néanmoins, vous allez me dire, mais si c'est comme ça tout le temps, pourquoi il ne le sait pas ? Eh bien c'est fréquent, très fréquent même, que cette règle soit assouplie, notamment lors de fortes chaleurs, ou dans les étapes de montagne, parce que vous pouvez avoir les 20 derniers kilomètres qui sont un col, du coup ça représente un effort de plus d'une heure, et dans ce cas-là on laisse la possibilité aux coureurs de se ravitailler. Néanmoins, Julien Alaphilippe, lui, est tombé sur une étape durant laquelle il n'y avait aucune dérogation, et a subi cette pénalité comme d'autres. Exactement, et dans ce cas-là, il a été pénalisé en temps et il a pris une amende, ce qui fait qu'il a perdu son maillot jaune. Donc ça, c'est l'une des pénalités qu'on peut trouver sur un point de règlement. Est-ce que tu as d'autres exemples à nous donner, Loïc ? Et oui, parce que on a vu dans la première étape, il y a eu plein de chutes, et il y a la fameuse règle des 3 km. Donc dans les 3 derniers kilomètres des étapes, s'il y a une chute, un incident mécanique ou autre, le classement est arrêté en termes de temps. Donc du coup, il n'y aura pas d'écart donné sur le classement général. Il est arrêté seulement pour le coureur concerné, c'est-à-dire si un coureur tombe, évidemment, il sera reclassé dans le groupe dans lequel il était à 3 km, par exemple. Exactement. Par exemple, le maillot jaune tombe à 1 km de l'arrivée dans un sprint un peu houleux, il sera classé dans le même temps que le peloton, donc il ne perdra pas son maillot jaune. Mais attention, là aussi, il y a des entorses à la règle. Donc cette règle-là, elle n'est valable globalement que pour les étapes de plat. Puisqu'en l'occurrence, sur le Tour de France, à chaque fois qu'il y a une arrivée au sommet, cette règle n'est plus valable. Et sur le Tour, ça concernait les étapes déjà passées, que sont la 4e et la 6e, mais ça concerne également la 13e, la 15e, la 16e et la 17e étape du Tour de France, qui sont toutes des arrivées considérées comme au sommet. Et dans ce cas-là, la règle des 3 km ne s'applique pas, ce qui veut dire que si vous tombez dans les 3 derniers kilomètres, eh bien les écarts seront pris au réel. Voilà pour cette règle. Exactement. On a parlé évidemment des pénalités qui peuvent être infligées. Il y a d'autres évidemment sources de pénalités possibles en cas de jet de déchets en dehors des zones de collecte, on l'a pas dit par exemple, donc il y a des zones spécifiques où vous pouvez jeter vos papiers. Ce n'est pas valable pour les bidons parce qu'en général on sait qu'ils font pas long feu et les spectateurs sont bien contents de les récupérer. Uriner face aux spectateurs par exemple, c'est une règle aussi qui est interdite, sinon vous pouvez prendre une pénalité. Et maintenant je te propose Loïc qu'on passe plutôt à la partie positive de ces règles, c'est-à-dire les bonifications. Qu'est-ce que c'est d'abord qu'une bonification, Loïc ? C'est vrai qu'on est très négatif aujourd'hui. Les bonifications, alors tout simplement, c'est sur les arrivées. Donc sur la ligne d'arrivée, pour le premier, deuxième et troisième, il y a des bonifications, des secondes de bonification pour le classement général. Donc en l'occurrence, sur le Tour de France, c'est 10, 6 et 4. On le retrouve dans beaucoup d'épreuves. Donc 10 secondes de bonification pour le premier,
6 secondes le deuxième et 4 secondes pour le troisième. Donc quand on dit bonification, c'est important de préciser que c'est des secondes qu'on enlève en réalité. C'est des secondes qu'on va vous enlever au temps cumulé du classement général. Exactement. Ce qui vous permet en général de progresser dans celui-ci. Et il y a aussi une particularité, c'est que depuis l'année dernière, le Tour de France a inventé, entre guillemets, ou proposé de nouvelles bonifications qu'ils appellent les bonus. Elles ne sont pas présentes à toutes les étapes, mais elles sont présentes sur plusieurs étapes durant le Tour. Ces bonus-là, ils sont en général distribués au sommet de la dernière difficulté avant l'arrivée. Et donc, par exemple, cette année, sur la deuxième étape, on en a vu, avec Julien Alaphilippe qui s'est battu au sprint pour aller prendre des secondes avec Adam Yates. On en a eu sur la 6e étape, sur la 8e, sur la 9e, et il y en aura aussi sur la 12e, 13e, 16e et 18e étape. Et dans ce cas-là, ce sprint va vous décerner en fait 8 secondes au premier, 5 secondes au second et 2 secondes au troisième. Voilà, le but d'ASO en instaurant ces bonifications, c'est de créer plus de spectacles dans le final et faire en sorte qu'il y ait du mouvement. Exactement. Tu as tout dit, Jamy. On passe au délai, Loïc. Là, c'est un peu plus pointu, les délais, mais même les suiveurs les plus assidus ont du mal à s'y retrouver. Est-ce que tu peux nous expliquer combien il y a de coefficients de délai et en fonction de quels critères ? Il y a 6 coefficients de délai. Donc là, ça commence. En gros, il faut avoir fait Saint-Cyr pour comprendre. Déjà, explique-nous, c'est quoi le délai ? C'est pour ceux qui ne sauront absolument pas. Exactement. Donc, on a sur chaque étape, on a un temps imparti pour finir cette étape-là. Mais du coup, il est calculé sur le vainqueur. Donc sur une étape, je vais vous dire des bêtises, je ne sais pas combien de kilomètres, le délai est de 4h30 par exemple, pris sur le premier, parce que le premier a eu 4h30, et après on a un pourcentage de délai qui est attribué par rapport à ce temps-là. Donc plus, c'est quoi ? C'est plus 12%, je crois. En gros, c'est entre plus 7% et ça peut aller jusqu'à 25% dans le cadre d'un contre-la-montre, par exemple. Ouais, et c'est il ça. Y a 6 coefficients. C'est ça. Et ça peut différer suivant les étapes, si c'est des étapes de montagne, de plaine ou autre. Donc évidemment, si on est sur une étape de montagne, très difficile, les délais seront plus larges. Donc après, on peut les développer, Florian. Oui, si tu veux, mais je vais essayer de les développer de façon brève et concise. Donc, on a 6 coefficients, comme on l'a dit. Donc, coefficient 1, c'est pour les étapes les plus faciles, en général, les étapes de plat. Donc, dans ce cas-là, les délais vont être entre 4 et 12% du temps du vainqueur. D'accord ? Et pourquoi, vous me direz, entre 4 et 12% ? Eh bien, ça va dépendre de la moyenne de course. On considère que si la moyenne de course a été très élevée, l'étape est rendue plus difficile et donc on va donner plus de délai. Donc, dans ce cas-là, par exemple, si on a une moyenne de 50 km/h, donc très rapide, on donnera 12%. Au contraire, si la moyenne est très faible, on donnera seulement 4%. Ensuite, le même principe s'applique à tous les autres coefficients. Donc le coefficient numéro 2, c'est un parcours un peu plus difficile qu'on va appeler accidenté. Dans ce cas-là, les délais seront entre 6 et 18%. Donc on voit déjà que ça augmente. Le coefficient 3, c'est des étapes très accidentées. Donc c'est pas encore de la très haute montagne, mais déjà il y a de la montagne au milieu. Et dans ce cas-là, c'est entre 10 et 20%. Ensuite, le coefficient 4, là c'est la très haute montagne. Et donc considéré de grande difficulté, et on est entre 7 et 18%. Alors vous allez me dire, mais pourquoi coefficient 4 c'est de la très haute montagne, on est qu'entre 7 et 18, alors que sur le 3 on était jusqu'à 20%. Eh bien tout simplement parce qu'en très haute montagne, on considère que le temps de course en général est plus long, donc forcément si on applique un pourcentage à un temps plus long, le délai en minutes qu'on va vous créditer, il sera de toute façon plus important. Donc Loïc, par exemple, si on prend les cas de 20% sur 5 heures de course, ça nous fait combien de délai ? Je t'en ai fait une facile. Hein. Voilà, mais tu me demandes de calculer, mon gars. Moi, en face de moi, j'ai un filmmaker avachi dans mon canapé qui me regarde, qui comprend rien. J'ai pas calculé, là. J'étais en train de penser que mon café était vide. Je suis désolé. Alors, je vais te donner la réponse pour pas te faire galérer plus longtemps. Donc là, j'ai pris un exemple facile. 20% pour 5 heures de course, ça fait 1 heure de délai. Donc ça, c'est plutôt les tranches maximales de délai qu'on va avoir. Et enfin, le 6e coefficient que j'ai pas mentionné, il est un peu particulier puisque c'est celui du contre-la-montre. Et donc dans le cadre d'un contre-la-montre, on a des délais de 25%. Voilà, ce qui explique que certains coureurs le fassent un petit peu en dedans et le prennent comme une journée de repos supplémentaire, parce qu'en général, les délais dans un chrono sont relativement larges. Qui dit délai, dit hors délai, Loïc. Donc on en a vu dès la première étape cette année. Ouais. Dis-nous dans les cas d'un hors délai ce qui se passe d'abord, et éventuellement les quelques cas dans lesquels on peut être reclassé. On a eu des cas concrets il y a quelques années. Bon, on en a eu un là récemment. Mais John Degenkolb le premier jour. Ouais.
C'est ça. Ben, le hors-délai, il peut très bien être repêché par l'organisation. Donc ça dépend des raisons pour lesquelles il est hors-délai. Bon, dans le cadre de Gamecom, c'est quand même dommage qu'il n'ait pas été repêché parce qu'il a chuté quand même plusieurs fois sur l'étape. En l'occurrence, Loïc, excuse-moi de te couper, mais c'est pas l'organisation qui le repêche, mais c'est les commissaires. Hein. C'est le jury des commissaires. Ouais. Et excusez-moi. Malheureusement, de Gamecom n'a pas été repêché, mais du coup, dans le règlement, est-ce que tu peux nous dire quels sont les cas de figure dans lesquels on peut être éventuellement repêché par les commissaires une fois qu'ils sont réunis et qu'ils décident qu'on en vaut la peine? Ça, c'est en cas, il y a quoi? Il y a les accidents, donc chute. Ils peuvent décider sur chute de vous repêcher. Sur les incidents mécaniques aussi. Ouais, exactement. Il y a quoi d'autre? Il y a également, si tu l'as pas sous les yeux, adieu à la route. Également possible encombrement des routes. Donc si par exemple, il y a un éboulement, comme ça s'est produit l'année dernière, mais que vous êtes attardé et qu'il ne vous concerne qu'à vous, dans ce cas-là, on peut évidemment vous repêcher. Et une année, ça avait fait polémique. Excuse-moi, Oui, vas-y. Une année, je m'en souviens parce que j'étais dessus, c'était sur la Vuelta, et j'étais parmi les hors-délais, avec un gros peloton, avec Chris Froome et quasiment tout la Sky. En fait, c'était l'équipe de Tinkoff d'Alberto Contador qui avait mis un coup de bordure, je crois, à kilomètre 0. Et du coup, tout le monde, il y a un peloton de 50 gars qui est arrivé hors délai. C'était une étape de montagne en plus, donc il y a eu le début, je t'explique pas le carnal. Et ça avait fait polémique parce que les commissaires avaient décidé de repêcher tout le monde. Bon, on n'était pas arrivé hors délai de 2 heures, mais ça avait quand même fait polémique parce que si on avait vraiment suivi le règlement de la course, au final, la Vuelta se serait jouée entre 70 coureurs. C'est un excellent exemple parce qu'il y a les règles écrites, comme tu le dis, et puis il y a aussi les règles un peu non dites. Et ce qui s'était passé lors de la Vuelta, dont tu viens de parler, en réalité, c'est du bon sens. C'est-à-dire que les commissaires ont considéré que s'il y avait 70 coureurs dans le groupe Eto, ils allaient se tirer une balle dans le pied en éliminant la moitié du peloton ce jour-là. Et donc, ils ont considéré qu'il valait mieux repêcher tout le monde. Et d'ailleurs, c'est ce que se disent souvent les coureurs quand ils sont dans le groupe Eto. Loïc, tu peux nous en parler. On a tendance à se dire, bon, on est un peu plus protégé quand on est nombreux, quoi. T'insinues que j'ai souvent été dans le groupe Eto? Non, j'insinue que t'as été dans un groupe Eto professionnel, contrairement à moi, mais après, tu fais les conclusions que tu veux. On y est pas mal dans le groupe Eto, mais méfiez-vous parce que ça roule fort quand même, pour rentrer dans les délais justement. Ça roule très fort. Et pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est quoi un groupe Eto d'ailleurs, Loïc? Tiens, c'est pas le thème de la vidéo que de parler du jargon cycliste, mais tu pourrais au moins nous expliquer ça. Le groupe Eto, c'est le fond du panier, comme on dit chez nous. Non, en fait, c'est par exemple. C'est là où tu retrouves les clones de l'IAD, c'est ça? Ouais, exactement. Tu vas trouver, par exemple, sur une étape de montagne, les sprinters, ou la quasi-totalité des sprinters et des gros rouleurs, les mecs qui passent pas bien les bosses, en fait, ils ont aucun intérêt à se mettre chiffon pour essayer de passer 2, 3, 4 cols. Donc, au final, ils essaient d'aller le plus loin possible dans l'étape. Et du coup ils s'organisent un petit groupe Eto, donc un groupe de coureurs attardés, et ils roulent ensemble réguliers pour entrer dans les délais pour finir l'étape le mieux possible et pas se finir tout seul à tutter dans la pampa, quoi. Ouais, je vois bien. Bon, je pense qu'on a fait à peu près le tour du règlement. Évidemment, il y a encore plein de points, mais qu'on a trouvé un peu moins intéressants, donc on va pas les développer aujourd'hui. Un dernier point que j'aimerais citer, parce que malheureusement ça fait partie du quotidien en 2020, c'est un point qui a été ajouté cette année. On l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais c'est celui lié au Covid, qui du coup dit que si 2 membres d'une équipe, staff et coureurs compris, sont testés positifs, l'équipe sera retirée de la course purement et simplement. Et même si cette première semaine de course s'est très bien passée pour le Tour de France, on reste évidemment attentif parce que ça pourrait être un gros tremblement de terre dans la course si cette règle devait être appliquée aux dépens d'une équipe. Écoute Loïc, on a fait un peu le tour, non ? Non, t'as oublié, parce qu'on a parlé des maillots, mais il y a d'autres petites choses distinctives dans le peloton sur le Tour de France. C'est par exemple les dossards jaunes avec les numéros noirs, et maintenant les casques, ça arriverait ça dans les casques jaunes pour être assortis au dossard. C'est la meilleure équipe, tout simplement, c'est le classement par équipe. Donc c'est pris sur les 3 premiers coureurs, il me semble. C'est les 3 premiers coureurs de chaque équipe les mieux classés, en fait, qui sont pris en compte, et du coup ceux qui ont le moins de temps, donc c'est comme le maillot jaune, mais ceux qui ont le moins de temps, l'équipe porte un dossard jaune avec un casque jaune. Exactement. Mais il y en a une autre, c'est
Pour ceux qui ne le sauraient pas d'ailleurs, le casque jaune, c'est rentré dans le règlement depuis quelques années, c'est-à-dire que ce n'est pas au choix de l'équipe, mais c'est bien dans les règles, c'est-à-dire qu'ils sont obligés de porter le casque jaune. C'est l'article 9, même pour être précis, du règlement du Tour de France, si vous voulez aller vérifier. Et donc, casque jaune et dossard jaune, meilleure équipe, au moins provisoire lorsqu'on parle de la course encore en cours. Et à l'issue de la dernière étape, à la 21e étape sur les Champs-Élysées, ce sera donc la meilleure équipe de ce Tour de France. Et l'année dernière, c'était la Movistar, si je ne me trompe pas. Et ensuite, Loïc, on a quoi comme dossard distinctif ? Il y a un autre dossard, c'est le dossard rouge avec le chiffre blanc. Et ça, c'est attribué au coureur le plus combatif de l'étape de la veille. Donc le soir après l'étape, enfin pendant l'étape, le jury de commissaires se réunit et décerne ce prix de combativité à un coureur qui, durant l'étape, a été très combatif. Donc le soir, il monte sur le podium, il a son petit prix, son petit truc, et le lendemain, il part avec son numéro de dossard, mais son dossard est rouge. Oh, tu vas vouloir me démonter à la fin de l'émission, mais chacun son tour de chambrer. Tu as dit le jury des commissaires, et ben non, cette fois-ci c'est l'inverse, Loïc, c'est pas le jury des commissaires, c'est un jury qui est composé plutôt de membres de l'organisation et présidé d'ailleurs par le directeur de l'épreuve, Christian Prudhomme, qui décerne ce prix-là, le prix du combatif. Et ce prix-là, il est décerné tous les jours. À l'exception de la 21e étape, puisque la 21e étape c'est la dernière, et le jour de la dernière étape, on décerne sur le podium final sur les Champs-Élysées le prix du super combatif du Tour, c'est-à-dire celui qui aura été décidé comme le plus combatif à l'issue de toutes les étapes du Tour de France. Exactement. T'es bon, t'as bien révisé, Flo, c'est bien. Tu vois, j'ai bossé. T'es là parce que sinon je dis un paquet de conneries. J'ai bossé. Non, t'es pas mal. Les anecdotes, tu vois, sur le groupe Eto et les délais, c'était bien que tu les apportes. J'en ai plein, si tu veux, sur les groupes Eto, hein. C'est pas un problème. Et est-ce que tu veux nous apporter, pour conclure sur ce thème de la semaine, une petite explication sur les numéros fétiches, et j'en ai notamment un en tête, mais je te laisse faire. Ah oui, le fameux numéro 13. Alors pour certains, il porte chance, d'autres, il porte la poisse. Mais du coup, c'est le seul dossard que l'on autorise de porter à l'envers. Mais attention, pas les deux dossards, seulement celui de droite. Parce que je l'ai eu porté quelques fois. Et en fait, pour conjurer le sort pour certaines personnes, on met le dossard de gauche à l'endroit et le dossard de droite, on le retourne. Donc on a le chiffre 13 à l'envers. Voilà, bon, on sait que les sportifs sont en général très superstitieux et les cyclistes dérogent pas à la règle, et du coup on a inventé ça, on est inventif dans le milieu du vélo quand même, comme pour conjurer la règle. Au lieu de retirer le numéro 13 des dossards, on l'a gardé, mais du coup on le met à l'envers. Voilà. Toi perso, Loïc, c'est un truc, t'aimais ça, avoir un dossard 13, tu t'en foutais ou Je m'en foutais, mais par acquis de conscience, je le mettais à l'envers quand même, on sait jamais. On sait jamais. Faudrait pas pousser mes mains dans les orties quand même. Elle n'a pas besoin de ça. Bref, je pense qu'on a fait le tour pour cette semaine sur ce thème-là. N'hésitez pas évidemment si vous avez des questions sur le règlement du Tour de France. Depuis quelques années, d'ailleurs c'est la première année que je l'ai trouvé, il est disponible sur le site de l'organisateur, sur le site du Tour de France. Donc vous pouvez aller le consulter. Auparavant, en fait, pour avoir fait quelques tours avec Eurosport, c'est les commentateurs et les journalistes qui le recevaient dans un petit livret à côté du rockbook. Mais maintenant, il est disponible en ligne. Donc n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aller voir directement sur le règlement. Sinon, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on se fera un plaisir d'y répondre. On passe à la suite, Loïc ? Allez, on passe à l'actu et résultats. C'est parti. Et on commence avec les championnats du monde qui auront finalement lieu à Imola du 24 au 27 septembre, avec un parcours plutôt très compliqué, Florian, avec 5000 mètres de dénivelé positif pour les hommes et 2700 mètres de dénivelé positif pour les femmes. Ouais, Imola, on pense de suite au circuit automobile, donc il sera emprunté, mais pas seulement, parce qu'il va falloir en sortir pour aller chercher autant de dénivelé. Ça promet, ce sera certainement un très bon grimpeur qui va l'emporter cette année. Donc intéressant, on est content en tout cas que ces mondiaux aient pu être reprogrammés. Une petite pensée pour les espoirs et les juniors qui eux malheureusement ne font pas partie de la fête. Donc on verra du côté de l'UCI si ils vont être reprogrammés ailleurs. C'est dommage. Ouais. On passe sans plus attendre. Ouais, vas-y. Imola, on précise en Italie. Oui, bien sûr. On l'a pas dit. Au cas où. Au cas où, pour ceux qui ont raté les cours de géographie, mais même Loïc l'a savait. Exactement. Non, je l'ai lu juste sur le script. Ah bon, ça m'étonnait aussi, ça m'étonnait. On passe au résultat du coup, Loïc. Allez, c'est parti. Résultat sur le Tour de France avec Roglic qui domine encore, vainqueur de 2 étapes.
Non, c'est Roglic, pas il a gagné qu'une Non. étape pour l'instant, mais il il a était gagné- pas loin de. Non, mais il va en gagner deux. Il va en gagner deux. C'est parce qu'en fait, j'ai rêvé cette nuit et du coup, je l'ai vu gagner une deuxième fois. C'est pour ça dans ma tête, j'avais. Non, en fait, tu l'as confondu avec Ouais. Wout van Aert, qui lui a bien gagné 2 étapes. je Ah, pense. voilà, c'est ça. Oui, Wout van Aert, lui, il domine costaud. Wout Ouais. van Aert, franchement, sur tous les terrains, il est là. Il a été impressionnant, Wout van Aert. Pour moi, c'est l'homme de cette première Oui. semaine. Il a été sur tous les fronts. Il a gagné ces 2 étapes. On peut pas dire qu'il ait toujours en plus eu le soutien de son équipe pour le faire, parce qu'ils étaient autour de leur leader Roglic. Il est impressionnant en montagne. Voilà. Donc un des faits, en effet, de cette semaine de Tour de France, c'est la domination de la Jumbo-Visma, avec Roglic qui a pris le pouvoir finalement en fin de semaine avant le premier jour de repos. Wout van Aert qui a gagné ces 2 étapes. Ils sont impressionnants. Et on peut aussi parler de Tadej Pogačar en parlant de Slovène comme Roglic, qui lui aussi m'a beaucoup impressionné, même s'il a perdu un peu de temps le jour des bordures. Ça c'est pour les tops de la semaine du coup. Pogačar qui semble être l'un des plus forts en montagne et qui a gagné sa première étape sur le Tour de France. On dirait un peu un remake de la Vuelta 2019, si tu te souviens, l'année dernière. Pogačar avait gagné 2 étapes, terminé 2e au classement général final, derrière qui? Je sais plus. Derrière Roglic. Ah, t'as suivi, c'est bien. Heureusement que t'es là. Non, c'est bien, Toi, tu suis, Florian, tu suis. Attends, septembre 2019, l'année dernière, t'étais déjà en pré-retraite, c'est normal. Je peux pas t'en vouloir. Ouais, c'est ça. J'étais en train de réfléchir. Où c'est que j'étais en septembre là? Ouais, peut-être. Non, je sais plus. Le dis pas, c'est mieux. Ouais. Et donc ça c'est un peu pour les tops de la semaine. On pourrait quand même rajouter du côté français, tant qu'on est dans les tops, la belle victoire du coup de Nance Peters pour AG2R la mondiale, qui après avoir gagné au Giro l'année dernière gagne sur le Tour de France cette année. Chapeau, en costaud en plus. Voilà. Ben, malheureusement il y a des flops aussi. Hein. Il y a les flops, on voit Pinot, Bushman, on a Bernal qui sont pas au top hein, au final. Ils sont même un peu loin maintenant. Il y a flop à relativiser quand même. C'est vrai que Ineos est moins fort que l'année dernière. Bernal a montré quelques signes de faiblesse, mais il est toujours au contact, au moins au classement général. Le tour c'est long, donc on peut encore le voir attaquer en 3e semaine comme ça a été le cas l'année dernière. Ça se gagne en dernière semaine. Par contre, Bourman déjà c'est un peu plus compliqué, il a déjà perdu presque 3 minutes. Et Pinot, Thibaut Pinot, malheureusement, on n'a pas besoin d'épiloguer trop, je pense, pour ceux qui ont suivi l'actualité du Tour. C'est la fin des illusions sur ce Tour de France, à nouveau une déception pour lui. Et on espère qu'il va récupérer de sa chute et qu'il sera encore capable de nous faire rêver sur des étapes d'ici à la fin à Paris. Mais voilà un peu pour les tops et les flops. On peut revenir un peu, on peut faire les chauvins 3 minutes ou pas, Loïc ? Ah mais carrément. On a vu, moi tu l'as déjà cité, Nance Peters qui est vainqueur de l'étape, donc c'est magnifique. Mais aussi on a un Quentin Paché en super forme. Il pétrole le gazier. Bon, je dis pas ça parce que c'est la famille. Mais, allez, on va essayer d'élargir un peu. On va parler un peu francophone aussi. On a eu Marc Hirschi, le Suisse, on en avait parlé en première lors de la dernière émission, puisqu'il avait fait 2e pour quelques centimètres derrière Julien Alaphilippe. Lors de la 2e étape, mais il nous a fait un numéro et vraiment il aurait mérité de gagner cette 9e étape. Il a été à l'avant toute la journée à la Thomas de Ghent, impressionnant. J'aimerais bien voir il faudrait qu'on regarde d'ailleurs la moyenne en watts qu'il a développée tout au long de la journée. Impressionnant. Et oui, comme tu disais, on peut parler de cette B&B Hotel Vital Concept qui tient bien son rang hein, pour un invité au Tour de France. Oui. Et on a vu Brian Cocard qui a été proche aussi de la victoire, mais malheureusement ça l'a pas encore fait. Il lui restera des occasions pour ça. Et Quentin Paché qui a été à l'avant, qui s'est bien accroché, pas très loin de la maison. Et d'ailleurs Loïc, Quentin, il n'avait pas quelque chose à nous dire? Si, je crois. On vous fait écouter, il va vous dire. Yo, salut l'équipe de JCN en français, c'est Quentin Paché. Un petit coucou depuis la journée de repos du Tour de France. Première journée de repos ici dans le secteur de La Rochelle. Du coup, comme vous pouvez le voir, journée de repos, personne dans le bus, tout le monde à la sieste. Faudra pas trop faire la sieste demain au départ parce que vu la journée qui s'annonce avec un départ sur une île et une arrivée sur une île aussi, ça sent les bordures. Ça je l'apprends à personne, donc du coup il faudra être bien réveillé demain au départ. En tout cas je vous souhaite à tous
de suivre un bon Tour de France en espérant que les acteurs soient au rendez-vous comme vous l'espérez. Ciao, ciao. Et on continue les résultats avec le cyclisme féminin. Donc sur le Tour de l'Ardèche, Florian. Ouais. Qu'est-ce qui nous a gagné? Eh ben écoute, jusque-là, ça a été largement dominé de la tête et des épaules par l'Espagnol Mavi Garcia, mais on peut noter une très belle victoire d'étape lors de la 3e étape de notre récente championne de France, Audrey Cordon-Rago. Voilà. Donc du beau spectacle aussi chez les femmes, un très joli tour cycliste féminin de l'Ardèche, donc en attendant le Tour de France féminin en 2022, Loïc. Ah, on a hâte. Mais attends, et chez les hommes, on a oublié, parce qu'on en a pas parlé, on parle du Tour évidemment, mais il y a le Tour du Doubs, avec la victoire de Loïc Vliegen sur le Tour du Doubs. Ouais, en solitaire. Le coureur belge en solitaire, ouais, qui s'est imposé. Très bien, évidemment on vous rappelle que si vous avez manqué toutes ces courses, vous pouvez les revoir en intégralité ou alors leur résumé sur le GCN Race Pass, évidemment en fonction des droits qui sont disponibles dans vos pays, et si vous voulez vérifier tout ça, vous pouvez aller en description, et on vous mettra le lien pour vérifier quels sont les droits de chez vous. C'est à peu près tout pour les résultats cette semaine, évidemment ça tourne beaucoup autour du Tour, et on sera là la semaine prochaine pour faire le bilan de la 2e semaine du Tour de France. D'ici là, je te propose qu'on passe à JCN Répond. Et là maintenant tout de suite c'est JCN qui répond à tous vos commentaires. Et on commence le JCN Répond avec un commentaire de Derzu Uzala, ou Ouzala, je sais pas comment ça se prononce, excuse-moi, je suis désolé, qui nous dit pourquoi ne pas récupérer l'ancienne chambre à air pour lui coller une rustine au lieu de la mettre à la poubelle. Là, je vais répondre, Loïc. Je vais répondre si tu veux bien. Il fait référence à notre dernière vidéo sur comment changer une chambre à air que Florian nous a faite. Et du coup, vas-y, réponds. Ouais, c'est pour ça que je vais lui répondre, puisqu'en effet, ça fait suite au tuto comment changer une chambre à air que j'ai réalisé. Et merci d'abord à toi, Derzu Ouzala, de me donner l'opportunité d'ajouter ce point-là qui était important et que je n'ai pas mentionné dans la vidéo. Donc c'est sympa de m'en donner la possibilité. T'as tout à fait raison. Évidemment, j'aurais pu, et j'aurais peut-être même dû, utiliser une rustine pour réparer ma chambre à air au lieu de la changer. Hein. C'est plus écolo, ça permet d'avoir un usage qui est plus long. Voilà. Sauf que en l'occurrence, ce jour-là, j'avais pincé au niveau de la valve et la valve était ensuite hors d'usage. Donc je ne pouvais pas réparer ma chambre à air et j'ai dû la changer. Mais retenez ça. Tu disais quoi, toi? J'ai rien dit. Bref, en tout cas, retenez ce conseil. Vous pouvez évidemment, pour faire durer plus longtemps vos chambres à air, les réparer. S'il s'agit d'un tout petit point de crevaison, on peut mettre une rustine dessus, et pourquoi pas, on le montrera dans une prochaine vidéo. Mais en gros, c'est très simple, on utilise la colle et on met la rustine par-dessus. On passe à la deuxième, Loïc? La deuxième, oui, celle de Romain Morel. Qu'est-ce qu'il nous dit, Romain Morel? Que pensez-vous de l'amélioration de la transmission avec des roulements céramiques? Un vrai gain, un fantasme, du marketing ou une mission d'absorption de mon compte en banque? Vas-y, réponds, Loïc, je te la laisse celle-là. Celle-là, elle est pas mal. Celle-là, elle est pas mal, Romain, parce que moi, je pense que c'est un réel gain. Mais encore une fois, c'est un gain qui peut être marginal suivant le niveau, je pense. Parce que, certes, tes roulements, ton vélo sera beaucoup plus fluide, mais à mon avis, il y a quand même d'autres choses à améliorer avant. Après, ça dépend, je sais pas ce que tu as comme matos, je sais pas, ça dépend des gens, hein, tout est relatif. À commencer par laver son vélo déjà, non? Ouais, laver son vélo, oui, déjà. Mais même souvent chez les pros, ils le font. Plus récemment, ils le font sur tous les vélos, chez les pros, mais au tout début de ces fameux roulements céramiques et tout ça, ils le faisaient que sur les vélos de contre-la-montre, parce que ça demande quand même beaucoup d'entretien et c'est assez fragile, donc il faut les changer assez régulièrement. Et comme je dis, je pense que il y a d'autres choses à gérer avant, comme l'entraînement, comme plein de choses. Moi, par exemple, aujourd'hui, j'ai un super vélo Canyon Evo pour aller dans la montagne, alors que j'arrive même plus à passer un pont d'autoroute à plus de 25 km/h. Donc il n'y aurait aucun intérêt d'avoir des roulements céramiques. Alors, ça va revenir, Loïc, ça va revenir. Oui. On va faire l'inverse de ce qu'on a fait en début d'année où tu m'as fait un plan d'entraînement. Là, c'est moi qui vais t'en concocter un pour la fin de saison. Et puis tu vas te remettre, comme on dit chez moi, et surtout pas l'inverse, le cheval sur le cow-boy. Oui, mais le but c'est de progresser, pas de régresser, Florian. Lis quelques bouquins avant sur l'entraînement. Allez, dis-nous c'est quoi la troisième question sélectionnée? C'est une question de Jérôme Scheidecker
pense qu'on dit comme ça, excuse-moi si j'ai écorché ton nom, qui nous dit à quand des vidéos Gravel. Bah écoute, ça arrive bientôt. On a passé la semaine dans le nord de la France. Si vous avez un peu suivi nos réseaux sociaux, vous avez vu qu'on était sur le pavé. Et du coup, on en a concocté une petite en vélo Gravel. Mais on en fera aussi d'autres régulièrement avec notre partenaire Canyon. On en profite pour saluer du coup tous nos copains nordistes et belges qui nous ont accueillis dans le Nord comme toujours. C'était fantastique. Hyper bien et voilà, on a profité pour mettre énormément d'images dans la boîte. Évidemment, on va laisser le temps au Tour de France de garder l'actualité qu'il mérite. Et puis en octobre, on reviendra avec une petite série sur les pavés et sur le fait de rouler dans le Nord. Et il y aura du gravel à l'intérieur, donc restez bien connectés. Je passe à la dernière question qu'on a sélectionnée aujourd'hui. C'est Jamel Forestal qui nous dit un challenge descente de col vitesse max tout nu. Ce serait sacrément couillu. Donc c'est plus une invitation qu'une question. Et je sais pas pourquoi Loïc, mais je pense qu'elle est un peu pour toi celle-là. Ouais, je pense qu'elle est un peu ciblée. Écoute, moi je suis chaud. Ah bon? Ouais, moi je suis chaud. Ouais, grave. Mais après, on va me dire, ouais, le mec il passe son temps à se mettre à poil et tout. Donc, bon, on va calmer le jeu, on va laisser un peu passer. Parce que ça a fait beaucoup d'émules aussi qu'on fasse gagner la semaine dernière le t-shirt à un fan, tout simplement. Un fan qui s'est mis tout nu. Qui s'est mis tout nu sur son vélo. Donc on va calmer le jeu sur le tout nu. Et puis je vous promets que je reviendrai et je montrerai mes Bon, ben, merci Loïc en tout cas, on va conclure pour cette semaine je pense. On vous rappelle que du coup le jeu concours avec Mekoff pour gagner un nettoyeur haute pression dédié au vélo est toujours en cours jusqu'à la fin de la semaine. Donc il vous suffit pour ça d'aller vous inscrire, c'est facile, là aussi c'est en dessous dans la description, vous cliquez sur le lien et c'est très très vite fait. Quoi dire de plus? On peut remercier tout le monde Loïc, on a passé les 20 000 abonnés déjà. Ça c'est beau, c'est génial, merci à tous. Franchement, en très peu de temps pour l'instant, donc nous on est ravis et ça nous motive encore plus à vous donner plein de contenu, plein de vidéos. Continuez de nous laisser des commentaires, ça nous donne des idées pour des vidéos, donc allez-y, faites-vous plaisir. On est à fond. Ouais, merci encore une fois à toutes et à tous. Plus vous serez nombreux et plus on aura de beaux cadeaux à vous offrir aussi, donc ça c'est cool. Et puis il va vraiment falloir qu'on commence à réfléchir à ce rythme-là, au challenge pour les 100 000 abonnés, hein, même si on a encore un peu de temps. Mais bon, voilà, on parle beaucoup de tout nu, mais il va falloir réfléchir à des choses sérieuses quand même. On manque pas d'idées. Ça aussi, n'hésitez pas en commentaire, balancez toutes vos idées les plus farfelues possibles. Du moment que ça n'inclut que Loïc, moi ça me va. Et puis on essaiera de sélectionner les meilleurs. Écoute Loïc, on se retrouve quand alors? On se retrouve comme chaque semaine, le mardi. Alors on se dit à mardi prochain, et si c'est pas encore fait, surtout soutenez-nous et abonnez-vous. Et à mardi prochain pour le prochain GCN Show en français. Salut! Allez, ciao!